d'intervenir ce soir. Premièrement parce que là, je vais vous parler d'imagerie. J'en avais déjà parlé lors de mon dernier passage à Constantine et ça me fait très plaisir. Et deuxièmement parce que je vais vous parler d'imagerie scanner et ça répond à une demande du comité d'organisation et également le scanner prend une place de plus en plus importante en termes de diagnostic en odontologie. Alors, nous allons commencer par quelques points techniques très rapides pour ensuite basculer sur l'interprétation des images. Mais ces quelques points sont assez importants pour avoir ensuite des protocoles adaptés aux pathologies que l'on cherche à diagnostiquer. Alors, en ce qui concerne le principe du scanner, c'est une technique invasive, je vous apprends rien, on reparlera après de dosimétrie. Donc c'est une technique basée sur l'utilisation de rayons X, et les scanners de dernière génération sont dits des scanners à balayage continu, c'est-à-dire avec un déplacement continu de la table d'examen pendant la rotation du système embarqué, c'est-à-dire générateur et récepteur. Alors, le système de coupe virtuel est une hélice, et ce qui est important à comprendre, là, c'est deux petites choses. C'est l'épaisseur de coupe, parce qu'elle déterminera la qualité de l'examen, la finesse de l'examen, et deuxièmement, c'est l'espacement des coupes. L'espacement des coupes est géré par la vitesse de déplacement du lit. Là aussi, l'espacement des coupes, c'est aussi quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que quand on veut une information fine, il faut effectivement avoir un espacement de coupe qui soit le plus réduit possible. Par contre, ça ne se fait pas qu'avec des avantages, il y a des inconvénients. L'inconvénient est un inconvénient dosimétrique. Alors, en ce qui concerne ces scanners, ils ont beaucoup évolué, l'informatique a beaucoup évolué, et lorsque on mettait il y a encore une dizaine d'années quelques minutes pour faire l'acquisition des bases maxillaires et mandibulaires, actuellement, en quelques secondes, en fonction des paramètres choisis, on balaye l'ensemble du corps. Pourquoi est-ce qu'on a pu accélérer cette vitesse d'acquisition? Eh bien parce qu'on a pu utiliser simultanément plusieurs détecteurs, différentes barrettes de détecteurs qui permettent simultanément de faire l'acquisition de plusieurs coupes jusqu'à 32 voire 64 coupes de manière simultanée. Là encore, plus on va acquérir de coupes simultanément, plus d'un point de vue dosimétrique, eh bien, on sera invasif. Alors, à partir de cette acquisition d'une série de coupes, qu'est-ce que l'on en fait? Eh bien, les systèmes informatiques nous permettent, à partir de ces coupes de base, qui sont la base de l'acquisition, des coupes axiales, horizontales, transversales, comme vous voudrez, eh bien, on peut ensuite, à partir d'un calcul et d'interpolation informatique, reconstruire donc les acquisitions initiales, ce sont des coupes axiales, et ensuite tout ce que l'on va observer, ce seront des reconstructions, donc des images qui seront calculées. Ces reconstructions peuvent être faites dans n'importe quel plan de l'espace. On verra bien sûr des exemples, et c'est ce qu'on appelle les reconstructions multiplanaires. À partir de ces séries d'acquisitions, on peut faire des reconstructions dans tous les plans de l'espace. On peut également faire des reconstructions tridimensionnelles. Vous avez ici quelques exemples de ces reconstructions. Et là encore, maintenant, c'est quasiment en un temps instantané. Pour obtenir un bon examen des maxillaires, il est très important d'avoir quelques notions de protocole présentes à l'esprit. Quelles sont ces notions? Les choses de base, ça, on les connaît tous, c'est-à-dire une immobilité absolue, ce qui est normal. Pourquoi? Parce que quand on va faire de la reconstruction, s'il y a eu un mouvement, il y aura un problème d'interpolation entre les coupes. Deuxième aspect, c'est le positionnement du patient.
On veille à ce que le plan sagittal soit strictement vertical. Autre point essentiel, c'est le choix des plans de référence. Il faut insister là-dessus. Quel est ce choix? Pour faire une exploration mandibulaire, le plan de référence est un plan qui correspond au bord inférieur de la mandibule, c'est-à-dire le plan mandibulaire. Au maxillaire, quel est le plan d'acquisition? Le plan de référence, c'est le plan palatin, plan parallèle au palais osseux. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que toutes les reconstructions sont réalisées à partir de ces coupes axiales, et donc elles sont toutes ces coupes axiales sont parallèles au plan de référence. Donc le plan de référence va ensuite déterminer la qualité des reconstructions. Voici un exemple d'examen scanographique avec un mauvais choix de plan de référence. Vous voyez ici sur cette exploration mandibulaire, le plan de référence était horizontal et pas parallèle au bord inférieur de la mandibule. On voit que, on a du mal à observer la mandibule dans son intégralité. Effectivement, on n'est pas parallèle à l'axe du corps mandibulaire. Alors, quand ce choix du plan de référence est bien réalisé, vous voyez, c'est le même patient, les images sont quand même complètement différentes. Alors, si ce choix du plan de référence n'est pas réalisé correctement lors de l'examen initial, il est possible actuellement sur les consoles de reformater les images et effectivement de choisir, comme ici, un plan de référence qui est parallèle au plan mandibulaire. Néanmoins, ce reformatage se fait au détriment de l'information. On va perdre en qualité d'information. Donc, d'où l'intérêt de choisir dès le départ correctement son plan de référence. Alors, je vous le disais, les reconstructions, ces reconstructions, elles sont orthogonales ici au plan de référence. Si le choix du plan de référence n'est pas correct, qu'est-ce qui se passe? Quand on va faire des approches quantitatives, des approches d'évaluation, par exemple, de structure osseuse, de hauteur de structure osseuse disponible, en particulier dans un bilan préimplantaire, on aura une distorsion de l'information. On va avoir tendance à surévaluer, sous-évaluer toutes les dimensions, ce qui, effectivement, pose problème quand on cherche à évaluer, par exemple, une hauteur d'os disponible. Alors, autre point de protocole important, mais ça, c'est à vous de le définir en fonction de l'indication d'examen, c'est l'épaisseur et l'espacement des coupes. Quand on veut un examen précis, avec le moins de perte d'informations possible, il faut effectivement avoir un examen avec ce qu'on appelle des coupes jointives, c'est-à-dire des coupes qui se touchent bord à bord. Par contre, dans un contexte d'urgence, dans un contexte d'exploration pédiatrique, là aussi, si on a besoin d'une information rapide, que la finesse de l'examen n'est pas une priorité, on pourra se contenter de coupes espacées. Dernière modalité, qui est malheureusement la plus souvent retenue, qui est un protocole, on va dire, appliqué en standard, qui est le chevauchement des coupes. C'est une approche tout à fait intéressante pour avoir une qualité d'information tout à fait importante. Par contre, sur le plan dosimétrique, là, on sera beaucoup moins performant. Pourquoi? Parce que, vous voyez ici, chaque coupe, lors de l'examen, est exposée une première fois pour faire l'acquisition de la coupe, et puis une partie de cette coupe est de nouveau exposée pour faire l'acquisition de la coupe sous-jacente, et enfin, cette troisième coupe va aussi engendrer une irradiation, ce qui fait que sur le plan dosimétrique, là, c'est extrêmement coûteux. Alors, pour
pour vous situer, on parle de dosimétrie, c'est un problème important. En France, les choses ont beaucoup évolué sur le plan donc de la radioprotection. Et quel est le coût dosimétrique d'un examen scanographique des maxillaires? On voit, vous ne le voyez peut-être pas très bien de loin, mais et il est en plus, ce qui rend les choses un peu compliquées, caché par le rideau. Néanmoins, voilà ici les résultats dosimétriques en dose cumulée d'un examen des maxillaires. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que c'est l'équivalent d'une année d'exposition naturelle. Donc l'exploration du maxillaire, par exemple, c'est l'équivalent d'une année d'exposition naturelle. Il faut toujours avoir des références, des repères. Quelle est cette référence en ce qui concerne notre pratique? Par exemple, c'est l'examen panoramique. Quel est le coût dosimétrique d'un examen panoramique? C'est l'équivalent d'une journée d'exposition naturelle. Donc vous voyez, c'est sûr que ce n'est pas la même information, mais ça vous resitue le problème. Grosso modo, on est 300 fois plus irradiant avec un examen scanographique que, par exemple, avec un examen panoramique. Donc, cet examen n'est pas anodin sur le plan dosimétrique et il faut qu'il soit réellement justifié en termes d'indication. Alors, pour vous donner un exemple de choix de protocole qui est très souvent utilisé en standard, eh bien, en termes de choix des constantes radiologiques, on les trouve en général pour les gens qui n'ont pas l'habitude de regarder ces images, on les trouve en général sur l'image de référence et souvent sur l'ensemble des images d'ailleurs. Qu'est-ce que l'on voit? On voit ici ces constantes. Ça, c'est la tension utilisée, ça, c'est la charge. Et ça, c'était une exploration réalisée dans le domaine pédiatrique, et on voit que ces constantes sont relativement importantes. Alors, elles auraient pu, à qualité équivalente, être réduites. On a dit que cet examen n'est pas anodin. Si l'on réduit la tension du tube radiogène, on aurait pu avoir quasiment la même qualité d'examen en réduisant cette tension, eh bien on divise la dose par un facteur supérieur à 2. On aurait pu également avoir quasiment une même qualité d'image avec, pourquoi? Parce que l'os n'est pas très dense, les épaisseurs de tissu à traverser sont relativement réduites chez l'enfant. On aurait pu également réduire la charge. Réduire la charge, la réduire, ici, c'est directement proportionnel en termes dosimétriques. Quand on passe ici, on fait une réduction d'un facteur 6, c'est proportionnel, la dose est réduite par 6 aussi. Etc. etc. Et on voit qu'en associant tous ces paramètres, eh bien, on arriverait à réduire de manière consécutive la dose reçue lors de cet examen. Actuellement, le consensus dans le cadre d'une exploration maxillaire chez l'adulte, eh bien, c'est une tension de 120 kV et un ampérage de 50 mA. Chez l'enfant, on peut réduire ces paramètres. En les réduisant, vous voyez qu'on arrive à tomber, on parlait avant d'une équivalence en exposition d'une année, vous voyez ici on tombe à 2 voire 3 semaines d'irradiation naturelle. Donc, le choix de ces paramètres est fondamental en termes de coût dosimétrique. Après ces quelques petits points importants de protocole et de dosimétrie, eh bien, quels sont les plans d'études que l'on utilise pour observer les structures maxillaires, mandibulaires, à partir d'un examen scanner? La plus courante, la coupe de référence, c'est l'incidence axiale ou encore transverse. Et à partir de cette incidence sont réalisées toutes les reconstructions frontales, sagittales. Celles qui sont très utilisées en odontologie, ce sont ces deux reconstructions orthoradiales et des reconstructions curviligne panoramiques. On va les voir dans un instant. Alors, pour pouvoir faire
faire ce type de reconstruction, il faut effectivement un logiciel adapté qui va équiper la console. Alors, quelques exemples de ces coupes. Voici une coupe axiale de référence classique. C'est les plus faciles, les plus évidentes à observer. C'est celles qu'on a l'habitude de regarder. Les coupes frontales, là, on passera très rapidement. La coupe sagittale et toutes les coupes qui en dérivent, c'est-à-dire les coupes parasagittales. Et enfin, les coupes qui sont vraiment utilisées pour l'exploration des maxillaires, les reconstructions orthoradiales, on les voit ici. Comment les définir? Ce sont des reconstructions qui sont perpendiculaires à l'axe de la mandibule, un peu comme des rayons autour ici de cet axe de la mandibule. Et ça permet d'observer les structures mandibulaires, maxillaires, ici, en coupe. Deuxième reconstruction, plus facile à imaginer, c'est une reconstruction curviligne, panoramique, un peu à l'image du déroulé que l'on observe sur un cliché panoramique. À la différence près, ici, il s'agit d'une reconstruction dans l'épaisseur des tissus osseux maxillaires ou mandibulaires. Alors, autre point important pour interpréter correctement les images, c'est d'essayer de reconnaître et de comprendre les annotations qui se trouvent sur les images, parce qu'elles vont vous permettre de vous aider dans l'interprétation de vos examens scanographiques. Alors, on va retrouver un certain nombre d'informations, on va les passer assez rapidement. On va surtout s'arrêter sur les informations essentielles. C'est d'abord les constantes radiologiques, que ce soit la tension ou l'intensité, elles sont toujours indiquées sur l'examen et ça vous donne une idée du protocole qui a été utilisé, s'il est adapté ou pas au patient. Autre paramètre important qui vous permet là d'avoir une bonne idée de la qualité de l'examen. Et en fonction de l'indication, eh bien de se dire si cet examen est adapté à ce que je recherche. C'est l'épaisseur de coupe. On travaille, quand on va à un examen fin, on travaille en coupe fine. On retrouve d'autres informations, ça on va pas s'y arrêter. Autre chose assez importante, mais là qui est assez que vous connaissez tous, c'est les informations de fenêtrage, c'est-à-dire le niveau de gris moyen de la fenêtre et la largeur de la fenêtre. Quand on travaille en fenêtre osseuse, on a une largeur importante pour avoir une vue à la fois des structures très denses, c'est-à-dire des structures osseuses, et puis une vue des structures hypodenses, comme les cavités aériques, les cavités sinusiennes. Je passe là-dessus. Et un dernier point, tout à fait intéressant, quand on cherche à avoir une approche quantitative, c'est une échelle de référence en ce qui concerne la mesure. Sur ces planches de référence, vous trouvez aussi d'autres informations tout à fait intéressantes. Quelles sont ces informations? Eh bien, quand on fait ce qu'on appelle dans le langage courant un dentascanner, mais ce qui ne veut rien dire, le dentascanner, c'est quoi? C'est le nom du logiciel qui fait les reconstructions. Donc c'est simplement ça, un système de calcul. Par contre, quand on fait ce type d'examen avec des reconstructions orthoradiales, eh bien, ces reconstructions sont toutes numérotées. Comment sont-elles numérotées? Elles sont toujours numérotées systématiquement de la droite vers la gauche en ordre croissant. Et autre information, quand vous regardez bien cette planche de référence, quand vous regardez la distance qui sépare les pointillés, c'est la distance qui sépare ces reconstructions. Ça, c'est très important. Parce que quand vous cherchez à analyser les structures un peu fines, eh bien, il vaut mieux avoir une distance qui soit la plus réduite possible. Vous avez aussi d'autres informations, c'est la distance qui va séparer les reconstructions curvilignes. Elle est souvent donnée ici, vous voyez, les reconstructions orthoradiales sur cet exemple sont espacées 3 mm, les reconstructions panoramiques sont espacées ici d'1 mm. Vous avez vos reconstructions orthoradiales.
là aussi un certain nombre d'informations importantes qui sont données sur chaque image. Premièrement, le numéro de la reconstruction. Et maintenant, on a compris qu'en fonction de ce numéro, on sait exactement où on se positionne sur les maxillaires. Deuxième information, c'est une information d'orientation. Le versant buccal ou vestibulaire et le versant lingual, ici c'est des structures mandibulaires. Troisième information très intéressante, c'est cette échelle verticale. Qu'est-ce qu'elle vous indique? Elle vous indique la position et l'espacement des coupes axiales. Alors, prenons un exemple. Vous avez cette coupe. Un élément anatomique de référence que l'on cherche à la mandibule, c'est souvent le canal mandibulaire. On a ici une impression, un sentiment que ce canal mandibulaire correspond à cette radiotransparence. Il faut toujours essayer d'analyser les structures sur plusieurs types de plans. Donc, vous voyez que ce canal mandibulaire correspond ici à la coupe axiale transverse numéro 17. Donc, il faut essayer de se reporter à la coupe correspondante et ainsi de suite. Et vous retrouvez toujours une échelle de mesure qui vous permet d'avoir une approche quantitative des structures que vous observez. Il y a encore une autre échelle qui vous permet de situer les reconstructions panoramiques curvilignes. Ici, c'est la reconstruction médiane, au-delà, les reconstructions vestibulaires, et en deçà, les reconstructions linguales ou palatines. Alors, voilà comment se présente votre examen. Que vous ayez des planches à observer, ou que vous ayez, comme c'est de plus en plus souvent le cas actuellement, un support informatique type CD, vous allez retrouver votre coupe de référence, les numéros des reconstructions orthoradiales, et il suffit ensuite de se reporter à ces reconstructions correspondantes. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ce sont des reconstructions, donc vous n'avez aucune notion d'épaisseur. Donc, si vous avez à analyser les structures, il faut toujours se référer aux coupes adjacentes, aux reconstructions adjacentes. C'est fondamental pour apprécier les structures dans leur ensemble. Les reconstructions curvilignes panoramiques, eh bien là, c'est assez simple. Il faut simplement situer la reconstruction médiane et puis vous aurez à ce moment-là des reconstructions qui seront linguales ou vestibulaires, encore appelées buccales. Vous retrouvez un certain nombre d'informations sur ces reconstructions panoramiques curvilignes. C'est un peu les mêmes que sur la reconstruction orthoradiale. Toujours cette information d'orientation. Les reconstructions, la reconstruction médiane, les reconstructions linguales et la reconstruction vestibulaire. Toujours des échelles pour pouvoir passer d'un système à l'autre, d'un type de coupe à l'autre. Et puis une échelle de mesure et le système qui vous permet de passer aux coupes axiales de référence. En ce qui concerne ces reconstructions panoramiques curvilignes, là aussi, en termes d'interprétation, il faut se rappeler d'un certain nombre de choses élémentaires. On va prendre un exemple. Si vous cherchez, sur ces reconstructions, à évaluer, par exemple, cet élément anatomique, ce canal mandibulaire, et la hauteur qui sépare la crête alvéolaire du canal mandibulaire. Ce n'est pas sur ce type de reconstruction qu'il faudra évaluer cette hauteur. Pourquoi? Parce que, en fonction de l'obliquité du corps mandibulaire, eh bien, vous allez avoir une surestimation ou éventuellement une sous-estimation de ces dimensions. Donc là, il faut être prudent en ce qui concerne une approche quantitative de ces coupes. Un
un exemple clinique pour vous montrer l'importance du choix des coupes. Voici ici donc sur ce cliché panoramique, chez cet enfant de 11 ans, on s'aperçoit très rapidement ici d'une structure surnuméraire d'une mésodynse. Encore faut-il pouvoir orienter cette structure et apprécier ses rapports avec les dents adjacentes. Voilà la coupe axiale, et voilà donc l'image que l'on observe à partir de reconstruction orthoradiale. Cette image est intéressante, elle vous permet d'apprécier les rapports. Néanmoins, vous voyez que l'axe ici de cet organe surnuméraire est plutôt un axe antéro-postérieur, alors que ces reconstructions orthoradiales, elles, n'ont pas cette orientation antéro-postérieure. D'où l'intérêt souvent d'adapter ces protocoles, et quand on prend des reconstructions sagittales, voire parasagittales, vous voyez que ça permet, c'est normal, on travaille ici, on observe les structures dans l'axe de cette mésiodynse, et donc ça permet d'avoir une image beaucoup plus intéressante de la morphologie de cet organe surnuméraire. Autre point important, quand on analyse les images, je vous l'ai dit déjà, c'est d'observer toujours simultanément plusieurs séries de coupes et plusieurs plans de coupe. Un exemple que l'on voit ici, avec cette canine incluse, vous voyez, sur des reconstructions orthoradiales qui sont intéressantes, on a cette réelle impression que, il y a une résorption des racines des dents adjacentes. Et à un agrandissement, vous voyez, on a cette réelle impression. Or, quand on regarde la reconstruction tridimensionnelle, il n'y a absolument pas ce type de résorption. Cette dent n'est pas ici en contact direct. D'où l'intérêt d'observer systématiquement plusieurs séries de coupes et de les confronter. Ici, pourquoi on a cette image ? Bien, certainement parce que c'est une reconstruction orthoradiale et qu'elle passe à une orientation un peu particulière qui nous donne ce type d'image. Alors, on va, après ces notions de l'interprétation des coupes, on va essayer de voir rapidement et de repérer un certain nombre de structures. Pour ceux qui n'ont pas une habitude de ces images, on va aller assez vite, parce que je pense que pour bon nombre d'entre vous, c'est des choses assez évidentes. Alors, les reconstructions axiales sont les plus classiques. Au maxillaire, qu'est-ce qu'on observe? Quelles sont les structures que l'on peut retrouver? Eh bien, on va retrouver donc ce processus alvéolaire, ces corticales. Les corticales, chez un sujet normal, sont relativement fines au maxillaire, toujours plus fines qu'à la mandibule. Elles sont toujours inframillimétriques, ce qui n'est pas le cas de la mandibule. Sur cette coupe relativement basse, des structures maxillaires, on retrouve assez souvent, et là il y a une notion d'asymétrie que l'on rencontre fréquemment, c'est les cuvettes, c'est cette zone radio-transparente qui correspond aux cuvettes du sinus maxillaire. Dans la région médiane, eh bien, ici, on retrouve ça dépend encore, on verra ça, mais on retrouve souvent deux zones ici radio-claires qui correspondent au canal incisif. Si l'on s'élève un peu, eh bien, on retrouve l'ensemble de ces structures, là il n'y a pas de problème, et on retrouve ici bien cette image double du canal incisif. Vous voyez, il n'est pas rare d'avoir une asymétrie de développement du sinus maxillaire. En arrière, la région de la tuberosité maxillaire est
un peu plus encore en arrière les processus ptérygoïdes. Alors, sur les images qu'on a un peu moins l'habitude de regarder, sur la reconstruction orthoradiale, quelles sont les structures que l'on peut observer au maxillaire? Eh bien, on se retrouve ici dans la région de la tuberosité du maxillaire et on se déplace donc de l'arrière vers l'avant. Très rapidement, on va observer ici le sinus maxillaire. Ce qui est intéressant dans ces images, c'est qu'on retrouve directement les volumes osseux disponibles, en particulier dans le cadre d'une approche préimplantelle. Mais il faut toujours avoir présent à l'esprit que là aussi, si on veut une approche quantitative précise, tout dépend du choix du plan de référence, comme on l'a indiqué avant. Et médialement, on est ici dans la cavité nasale. Sur la construction panoramique, les choses sont assez simples, avec donc ces processus alvéolaires, cavité nasale, sinus maxillaire, toujours très variable, les corticales que l'on retrouve, là, rien de bien particulier. Il faut impérativement repérer ces structures anatomiques, et en particulier ce canal incisif. Canal incisif que l'on retrouve ici, qui a un contenu vasculo-nerveux, avec donc un élément nerveux qui correspond au nerf nasopalatin, une anastomose artérielle entre le réseau vasculaire des cavités nasales et du palais par l'intermédiaire de l'artère grande palatine. Donc ces éléments parcourent ce canal incisif. Canal incisif que l'on va très souvent retrouver sur ces images dans la région médiane, sagittale médiane, où on retrouve donc cette communication entre les fosses nasales et la partie antérieure du palais osseux. Sur les reconstructions panoramiques, on va avoir sur les images ici les plus palatines, la cloison nasale, cette division du canal, cette image classique du canal incisif en Y. Est-ce que c'est une image que l'on rencontre souvent? Oui, cette image en Y, vous voyez ici sur ces travaux, une étude de la variabilité du canal incisif est rencontrée dans environ 2 tiers des cas. Et puis on a des dispositions un peu particulières, avec un canal unique dans plus de 20% des cas, et ici un canal qui est subdivisé parfois en 3, voire 4 canalicules, ce qui est un peu moins fréquent. Quand on s'élève dans ces coupes axiales, on arrive ici au niveau du palais osseux, avec donc le processus palatin du maxillaire, les structures de l'os palatin, et en arrière, un deuxième obstacle anatomique, toujours important à repérer, c'est le foramen grand palatin, foramen palatin majeur et le foramen palatin mineur. Dans ce canal grand palatin, là encore, on va retrouver un contenu vasculo-nerveux avec l'artère grande palatine qui va assurer la vascularisation du palais osseux et le nerf grand palatin qui également assure l'innervation de cette région. Sur les images, on va retrouver ici sur les coupes frontales cet orifice situé en général en regard des deuxièmes molaires maxillaires. Alors avec des techniques d'imagerie un peu plus avancées, on arrive à partir d'interpolations à reproduire le trajet de ce nerf grand palatin ici sur cette coupe parasagittale. On retrouve ici ce canal grand palatin avec son contenu, et on voit ici sur cette vue supérieure au niveau des fosses nasales ce canal grand palatin, et ici sur cette vue inférieure l'émergence de ce pédicule grand palatin. À la mandibule, les choses sont un peu plus simples, on va les voir assez rapidement. L'élément essentiel, c'est celui qu'on cherche le plus souvent d'ailleurs, qui entretient des rapports étroits avec les molaires mandibulaires, c'est le canal mandibulaire.
Sur cette reconstruction, on le voit tout à fait bien, qui parcourt l'ensemble du corps mandibulaire. On peut le retrouver sur des reconstructions orthoradiales. On le voit ici, on le voit sur toutes les images, il parcourt le tiers inférieur de la mandibule, et ça c'est une image classique que l'on a l'habitude d'observer. Quand on se déplace plus vers l'avant, on retrouve ce trajet, vous voyez ici, avec cette image bien définie du canal mandibulaire, et il y a un repère que l'on retrouve toujours, c'est l'émergence du nerf mentonnier, c'est la crosse ici antérieure de ce nerf mentonnier avec cette émergence par le foramen mentonnier. Donc c'est un excellent repère pour ensuite rechercher, quand les images sont plus difficiles, la position de ce canal mandibulaire. Chez d'autres patients, eh bien, la localisation de ce canal mandibulaire est beaucoup moins facile. Et on le voit ici, sur ce type d'image, à part celle-là, peut-être celle-là, il est bien difficile de retrouver la position de ce canal. Alors, comment s'en sortir? On peut essayer d'interpoler, c'est-à-dire, on imagine que ce canal mandibulaire a un trajet régulièrement descendant, du haut vers le bas, et donc, quand on le repère sur une image, bien se dire qu'en traçant ici cette droite imaginaire, que l'on aura la position ici de ce canal mandibulaire. Alors pourquoi est-ce que chez certains patients, on retrouve très bien l'image de ce canal mandibulaire, et pourquoi chez d'autres, on ne le voit pas? Eh bien, la réponse se trouve sur ces images. Vous voyez que la petite flèche noire, ici, sur cette coupe finalement orthoradiale de la mandibule, eh bien, le nerf alvéolaire inférieur, le pédicule alvéolaire inférieur, se trouve ici. Est-ce que l'on voit des parois d'un canal? Non. Il s'agit simplement, ici, d'espace médulaire dans lequel circule ce pédicule. Ceci explique que chez certains patients, en fonction de la densité du réseau trabéculaire, on va retrouver une image des parois du canal, et puis chez d'autres patients, même au scanner, on ne retrouvera pas des parois de ce canal. Là encore, avec des moyens d'imagerie et d'interpolation, on peut réaliser la même chose que précédemment avec cette droite imaginaire. Cette fois, c'est réalisé informatiquement, et ainsi, on va, à partir de ce positionnement, eh bien, retrouver ici la localisation précise de ce canal mandibulaire chez un patient pour lequel, au départ, sans ces outils, ça aurait été peut-être un peu difficile. Un autre exemple, pour vous montrer, donc voici chez un patient édenté, un peu particulier, sur cette coupe orthoradiale que l'on observe ici, bien, pour retrouver la position du canal mandibulaire, les choses, enfin, moi je ne lis pas dans le bar de café, peut-être que certains d'entre vous y arrivent, mais là c'est quand même assez difficile. D'autant plus difficile que si vous avez noté un détail chez ce patient, vous avez une corticale qui est extrêmement épaisse. Ce qui fait qu'en termes d'imagerie, il y a une atténuation importante du faisceau, et donc le réseau trabéculaire est moins bien visualisé. Avec des moyens d'interpolation, on verra ça tout à l'heure, on arrive sur les coupes successives où il est visible ensuite à interpeller la position de ce canal mandibulaire, et à partir de là, eh bien, on arrive effectivement à faire ensuite des mesures qui sont à peu près fiables. On peut également, là on sort un peu de ce problème de localisation des structures,
faire des mesures de densité qui sont extrêmement importantes en termes de bilan préimplantaire. Alors, canal mandibulaire, émergence au niveau du foramen mentonnier, et puis en avant, dans cette région interforaminale, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a toujours un pédicule. Il y a un pédicule incisif. Pédicule incisif qui, lui, existe toujours. Est-ce qu'il est bien délimité? Est-ce qu'on arrive à le retrouver sur les images scalographiques? Eh bien, on voit que anatomiquement, ça c'est des résultats d'études de variabilité anatomique de ce canal incisif, on a un canal bien délimité dans seulement 22% des cas. C'est un peu comme finalement le canal mandibulaire. Des parois partielles, c'est le plus fréquent dans plus de la moitié des cas. En termes radiologiques, sur un panoramique, eh bien, ce canal est seulement décelé dans un cas sur deux. Et vous voyez ici la performance du scanner par rapport au cliché conventionnel. Il est décelé avec un scanner, des coupes orthoradiales sur des coupes orthoradiales, il est quasiment systématiquement décelé. Néanmoins, avec une variabilité d'appréciation, dans la moitié des cas, on le voit relativement bien. Alors, vous voyez ici, illustration, il est toujours recherché dans le tiers inférieur de la région symphysaire. On le retrouve, on a l'impression de le retrouver ici, peut-être ici, et puis après, les choses sont plus difficiles. Ça correspond exactement à ce que l'on avait avant sur ces résultats de travaux de variabilité anatomique. Voici ici, chez ce même patient, qu'on avait vu précédemment. Est-ce que les choses sont faciles? Et on voit que sur cette reconstruction orthoradiale symphysaire, on a l'impression de le retrouver ici. Pourquoi c'est important de localiser ce pédicule? Eh bien, par exemple, en termes d'implantologie, c'est un obstacle anatomique qu'il convient d'éviter parce que ça peut entraîner des problèmes hémorragiques, des problèmes de sensibilité opératoire et post-opératoire, évidemment. Alors, là encore, avec ces systèmes d'interpolation, eh bien, on arrive à repositionner, on le voit ici, on arrive à repositionner ce canal incisif. On a dit qu'il était dans le tiers inférieur de la mandibule. Mais ici, on a une telle résorption des processus alvéolaires que, eh bien, on reste dans cette zone de fourchette de variation. Également, dans cette région symphysaire, il n'est pas rare de rencontrer, et on le rencontre très souvent, à condition d'observer ces images, des canaux accessoires, et en particulier un canal vasculo-nerveux avec un pédicule vasculo-nerveux, un canal symphysaire, lingual, qu'il convient, surtout en termes de bilan préimplantaire, de repérer. Pourquoi? Parce qu'il assure des anastomoses entre le réseau alvéolaire inférieur et le réseau artériel, lingual et parfois avec l'artère submentale. Comment est-ce qu'on le retrouve? Eh bien, on voit sur ces coupes symphysaires, on retrouve l'image de cette radiotransparence qui correspond à ce canal et son foramen en situation linguale. Alors, là aussi, un certain nombre d'approches ont montré une variation de ces canaux accessoires, et il n'est pas rare de retrouver de multiples canaux accessoires en situation supérieure par rapport aux épines mentonnières, et également en situation inférieure par rapport à ces épines mentonnières. Quand on regarde bien cette image, on voit ici, c'est une coupe symphysaire, strictement symphysaire, sagittale médiale. On retrouve, on devine l'image du canal incisif et on voit ici ce
ce petit canalicule, cette image hypodense qui correspond à cette anastomose et ce canal lingual médian. On peut le retrouver, vous voyez ici, sur cette interpolation, on observe ici ce pédicule vasculaire. Un petit schéma, alors je ne vais pas vous effrayer avec ça, simplement pour attirer votre attention, pour les gens qui sont un peu loin, c'est peut-être un peu compliqué, on ne voit pas bien, on va essayer de le décortiquer très simplement. Ça montre les performances du scanner. Alors, en termes d'émergence du pédicule mentonnier, est-ce qu'on l'observe bien au scanner? Vous voyez que quasiment systématiquement, on va retrouver cette crosse du pédicule mentonnier. Le canal incisif, est-ce qu'on le retrouve bien? Est-ce qu'on le visualise bien? Et bien là encore, toute cette zone-là correspond à ici une excellente détection, une détection moyenne, une détection médiocre. Détection médiocre, on le voit quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on le retrouve sur certaines images. Donc ici, eh bien, on arrive à repérer quasiment là encore systématiquement ce canal incisif. Foramen lingual, canal lingual, est-ce qu'il est repérable? Là encore, on voit que le scanner est extrêmement performant. Le foramen mentonnier, eh bien là, les choses sont également tout à fait, mais ça c'est évident. Et vous voyez ce que l'on disait avant, ce dont on discutait, c'est la visibilité, la détection du canal mandibulaire. On voit que dans un tiers des cas, très bonne détection, et puis dans 40% des cas, détection moyenne. Pourquoi? À cause de cette densité des parois qui est variable en fonction de la densité du réseau trabéculaire. Si on compare ces résultats d'exploration scanner à l'orthopan, le cliché classique, qu'est-ce que l'on voit? Et on voit que l'émergence, on retrouve toujours très bien, très souvent, le foramen mentonnier. Par contre, cette crosse que décrit le pédicule mentonnier, elle n'est pas toujours très bien visible sur un cliché panoramique, alors qu'au scanner, ça se voyait quasiment systématiquement. Le canal incisif, même problème, très difficile à observer sur ces images panoramiques. Et foramen lingual, là aussi, relativement difficile à observer. On va terminer par quelques cas avec des moyens d'imagerie performants. Vous voyez ici, sur cette troisième molaire mandibulaire, on cherche à apprécier sur ces différentes coupes que l'on va comparer les rapports avec le canal mandibulaire. Effectivement, on retrouve ces rapports. Et maintenant, on arrive, vous y arriverez avec des logiciels sur vos PC, sur vos ordinateurs, à retravailler les images, ce qui est tout à fait intéressant, ce que l'on peut faire chez soi tranquillement. On peut effectivement réinterpoler toutes ces images, les retravailler, retrouver ces reconstructions panoramiques curvilignes sans aucun problème, et à ce moment-là, eh bien, on peut sans problème réexplorer toutes ces images. On peut également les retravailler et mettre en évidence ces rapports du canal mandibulaire avec les structures dentaires et ici cette troisième molaire mandibulaire. Un autre cas assez spectaculaire où ici on a une grosse lésion, la question est où se situe ce canal mandibulaire, très difficile à retrouver par rapport à ces images. Eh bien, avec ces systèmes d'interpolation, on va pouvoir repositionner ce canal mandibulaire coupe après coupe, et vous voyez que, eh bien, on peut ensuite apprécier les rapports de cette structure anatomique par rapport à cette lésion. Voilà, donc en conclusion, eh bien, je vous rends attentif à deux points. Premièrement, l'importance des protocoles, parce que sans protocole adapté,
vous n'aurez pas de bonne qualité d'image et surtout, votre approche quantitative d'évaluation des volumes osseux sera faussée. Deuxième point, il faut toujours observer en termes d'interprétation plusieurs types de coupes, plusieurs plans pour ensuite en déduire son diagnostic. Je vous remercie.